Ben, en fait, pour le décrire, il a une maîtrise en architecture, mais également une maîtrise en ingénierie à l'Université de Concordia, la première étant à Montréal, l'Université de Montréal. En ce moment, il travaille comme auxiliaire de recherche à l'Université de Montréal et j'ai eu l'occasion de constater toute sa curiosité à l'occasion d'une conversation autour d'une piscine il y a à peu près un mois. Donc, je peux vraiment vous présenter avec toutes ses qualités. C'est davantage plaisant que s'en tenir à une présentation de CV. Et aujourd'hui, il nous parle d'une présentation intitulée Démolir pour mieux reconstruire, solution viable ou choix insensé. À toi la parole. Merci, Alexis. Ça me donne de tension, pas de pression. Merci, je fais l'apprécier. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Yes, ça va, le jour du mois en commençant, c'est excellent. Fait que je vais commencer. Moi, je suis l'autre Charles. Ce soir, on va regarder le mythe en architecture qui est vraiment important. C'est si on démolit pour mieux reconstruire, est-ce que c'est une option qui est intéressante ou c'est un choix qui est insensé? Puis entre vous et moi, c'est clairement pas un choix sensé. Mise en contexte, vous êtes maire ou mairesse d'une municipalité, d'une ville, à quelque part au Québec, vous avez indéniablement des bâtiments qui sont en train de vieillir. Qu'est-ce que vous faites? Vous les entretenez, vous les utilisez, jusqu'à un point où on doit absolument les rénover. Et ces montants-là, des fois, pour des bâtiments, par exemple, comme cette école qui se trouve à Saint-Damien-de-Buckland, au sud de la ville de Québec, nécessite environ 30 millions pour la rénover. En tant que maire, vous êtes c'est un petit peu cher. Est-ce qu'on pourrait réparer l'école sans payer 30 millions? Il s'avère que oui, il y a une bonne solution. Vous garochez le bâtiment à terre, vous en prenez un flambant neuf, tada! Pour le coût de 20 millions, vous en sauvez 10, vous êtes gagnant-gagnant. Est-ce que vous aimez l'école? Yes, c'est fun. J'ai des oui, j'ai des non, j'ai des je ne suis pas sûr. Mais voyez-vous, même si ce modèle-là est le modèle d'une nouvelle génération d'écoles, qui est dans le programme lancé par le gouvernement depuis l'hiver 2020, veulent mettre des milieux de qualité dans l'enseignement, le problème reste le même, c'est que vous voulez démolir une école pour reconstruire une école. Exactement la même chose. Et voici, c'est un peu aberrant, voyez-vous. Vous voulez habiller Pierre pour déshabiller Jacques. Ça ne marche pas. Le problème n'est pas réglé, il est transféré ailleurs. Donc, si vous me dites qu'on veut démolir des bâtiments existants et on va faire une construction qui est dite éco-responsable, on enlève le problème, ou du moins, on enlève une partie du problème sur l'environnement. Ben, vous y contribuez également, puis on va regarder deux aspects ce soir. Le premier, c'est notamment l'aspect sur l'impact écologique, lié à la démolition et aussi à la construction de nouveaux bâtiments, mais également d'un point de vue de responsabilité collective et patrimoniale. Donc, regardez l'enjeu plus sur l'historique des bâtiments, ce qui fait un peu vos milieux et vos villes. Et de dire que de remplacer par quelque chose qui est techniquement plus performant va nous sauver, c'est limite une farce. Donc, oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Donc, commence. Impact écologique, on va traiter sur deux points, l'énergie intrinsèque, mais également sur la pollution atmosphérique. Bon, énergie intrinsèque, on appelle ça aussi énergie grise. Parfois, dans des rares revues, on dit énergie invisible, ou ça a carrément l'air spooky. Mais qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est de l'énergie que vous utilisez à chaque étape de votre cycle de vie quand vous manufacturez un produit. Par exemple, on veut se faire une poudre de bois. Bien, premièrement, il faut extraire le bois. Vous allez le couper en forêt. Vous allez le transporter jusqu'à une usine. Vous allez le manufacturer pour le scier, le couper, le raboter. Faites ce que vous voulez avec. Vous le transportez une deuxième fois vers un chantier où vous l'assemblez avec des grues, ça ne marche pas avec l'eau, ni l'air, ni la bonne pensée, ni la bonne volonté. Donc, il y a de l'énergie qui est appliquée partout, à chaque étape, jusqu'à la fin de la durée de vie de votre produit, où on dit, on a deux choix. Soit c'est brisé, on ne peut rien faire, on le démolit, on le donne à la poubelle, ou on essaie de le réemployer dans autre chose. Voyez-vous, dans ces moments-là, c'est qu'on consomme beaucoup d'énergie, mais à travers cette énergie-là, il y a aussi une notion, on parle de carbone incorporé, c'est beaucoup plus joli en anglais, on dit embodied carbon. C'est un peu une sorte d'équivalence de CO2 que vous produisez à chaque étape. Donc, ce que vous avez, comme mon micro, le petit pointeur ici, ça nécessite des ressources et du transport d'énergie pour les manufacturer. Mais ça recommence à quoi pour les bâtiments? Donc, vous avez une liste ici de matériaux en général. Vous avez du MDF, vous avez du plastique, du PVC, vous avez de l'aluminium, vous avez du cuivre, qui ont toute une quantité d'énergie intrinsèque qui sont calculées. Bon, c'est 2011, ça peut quand même évoluer aussi, les techniques de production avec. Et on se dit, bon, vous avez de l'énergie qui est consommée pour produire 1 kg de matériel. Bon, donc regardons un exemple, prenons de l'aluminium, parce que c'est le chiffre que vous avez du tableau, ça va devenir intéressant. Bon, l'aluminium, vous en faites 1 kg, ça vous prend 170 mégajoules pour le produire. Personnellement, les mégajoules, c'est bien beau, mais ça ne dit absolument rien. Fait convertissons-le.
1 mégajoule, c'est 0,28 kWh. Donc, pour le cas de l'aluminium, pour en faire qu'un kilogramme, vous avez besoin de 46,6 kWh. Ça équivaut à quoi? Grosso modo, c'est un peu plus d'énergie qui est nécessaire pour recharger 3 voitures électriques pendant 2 heures sur une borne à Montréal. Ça, c'est pour 1 kg d'aluminium. Ça, c'est juste pour l'aluminium. Si vous faites du plastique, qui est à 90, du PVC à 80, du cuivre à 100, voyez-vous, la facture énergétique de votre bâtiment ou de vos produits monte quand même très rapidement. Mais ça, quand on le regarde, ça ne paraît pas. C'est, comme on dit, qui est caché ou intrinsèque au matériel. Mais en plus de produire, en plus de consommer une quantité incroyable d'énergie en commençant, il y a aussi l'impact de la pollution. Parce que vous voyez, la construction, c'est responsable pour quand même 11% des gaz à effet de serre à travers le monde. Ça, c'est une donnée de 2019 quand même. Et c'est quand même pas si en retard que ça. Puis quand vous construisez un bâtiment, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, intéressant, non, c'est une conséquence directe, vous avez beaucoup de CO2 qui est émis directement, de la collecte des données à la collecte des ressources jusqu'à la construction. Puis on dit qu'en moyenne, un bâtiment va produire jusqu'à peut-être 70 de son CO2 dans son cycle de vie jusqu'à la construction. Fait que quand vous prenez votre bâtiment au jour 0, vous avez 70 de CO2 de tout son cycle de vie qui vient de passer. Fait que quand vous le démolissez, votre facture de carbone commence à 70 de ce bâtiment-là, qui sont convertis en kilogrammes ou en tonnes de CO2 équivalent. Donc, vous commencez avec ce montant-là, que vous démolissez, vous produisez du CO2, vous construisez, vous produisez du CO2. Voyez-vous, la facture, c'est pas si rentable que ça. Mais qu'est-ce qu'on fait si on ne démolit pas? Bien, il y a une option, quand même facile. On convertit des bâtiments. Et là, on va traiter le point numéro 2, c'est ça qu'on se responsabilise sur notre patrimoine, donc sur notre milieu bâti, donc nos bâtiments existants. Et on va regarder 2 bâtiments. Premièrement, le Petit Ité, qui est une ancienne manufacture à Montréal, qui a été convertie en bâtiment résidentiel en 2018. Voyez-vous, on ne l'a pas démoli, on l'a repris, on l'a converti. Donc, on a une intervention qui est minimale en termes d'économie d'énergie, en termes de pollution atmosphérique, mais aussi en termes de rebut de bâti urbain. Mettons. On reconvertit, on le transforme, ça fonctionne, c'est nickel. Maintenant, on va voir un bâtiment où ça a moins bien fonctionné. Maintenant. Vous avez une école primaire, oui, je sais que je pose des écoles ce soir, excusez-moi. Donc, vous avez une école bâtie en 1911 dans l'arrondissement de Ortega-Maisonneuve, qui était techniquement l'école Barry. Un siècle après sa construction, donc en 2011, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de moisissure assez importants. Donc, on a dit, bon, les enfants, la moisissure, habituellement, ça ne fonctionne pas. On va les mettre dans un milieu sécuritaire, on va régler les problèmes. Cependant, lorsqu'on a inspecté les moisissures, on s'est rendu compte que le bâtiment il a manqué d'amour dans le courant de sa vie, et qu'il fallait investir sur d'autres problématiques, une enveloppe, l'eau, les performances thermiques, etc. Mettons un petit peu d'amiante, on décide, ça nous donne du fait. On s'est dit, bon, la Ville puis la CSDN se sont dit, avant d'intervenir, avant d'agir, on va réfléchir. So far, so good. Ça a pris 5-6 ans pour réfléchir, et ces 5-6 années-là, le bâtiment a été abandonné. L'air d'un ancien asile, on ne fait absolument rien avec, et pendant 6 ans, il s'est endommagé, au point où on ne pouvait plus rien faire avec le bâtiment, sauf le démolir. Mais on ne démolit pas tout non plus, quand même, on n'est pas fou. On regarde juste une petite partie, et on regarde ces murs-là. Vous avez vu, c'est intéressant, de tout ce qui reste, c'est juste ça qui reste en avant. Puis on se dit, en plus, on va le mettre en valeur. On met ça sur la rue. Mais ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle du fatalisme. C'est une pratique, je vous dirais, qui a commencé dans les années 70 et qui a été critiquée depuis les années 70. Parce que, voyez-vous, vous ne mettez ni en valeur un bâtiment, ni l'ancien, ni le présent. Qu'est-ce que c'est du fatalisme, en fait? Quand j'en parle, je suis exactement comme ça, justement. Si vous dites, OK, on va garder une partie de façade, 1 ou 2 façades selon les bâtiments, puis le bâtiment derrière n'a absolument rien à voir avec votre ancien bâtiment. Fait que voyez-vous, ce principe-là de fatalisme, c'est comme les bâtiments. On dit, on démolit une école pour refaire une école. Ben non, pourquoi? On démolit une école en commençant. Pourquoi refaire 2 fois la même chose? Donc, on se dit, ben moi, je vais préserver la valeur historique de mon bâtiment, mais sans le bâtiment. Ben, non, au contraire. Si tu penses que c'est le make-up qui fait la valeur de ton bâtiment, je suis trompé, il y a une grosse lourde quelque part, parce que c'est l'extérieur et l'intérieur. Le bâtiment, c'est pas juste un assemblage de métaux, de béton, de briques ou de pierres. Je veux dire, c'est plus que des matériaux. C'est des relations. Puis si vous regardez juste comme un lambeau, qui touche ni à droite, ni à gauche, ni derrière, qui n'a pas de fenêtre, pas de porte, puis qu'on voit des petites structures de métal parce que c'est pas tout seul, c'est une façade. C'est comme si je vous enlève votre squelette, pensez-vous votre peau vous rester debout. Ben non, ça ne marche pas de même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait au final? On a vu démolir pour mieux reconstruire. Finalement, ce n'est pas vraiment une option qui est intéressante.
Moi, ce que je propose, ce n'est pas la grande révolution, c'est on va virer le problème à l'envers. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux adapter les bâtiments pour moins démolir? Par adapter, c'est transformer, réutiliser le bâti, puis reconnaître que certains bâtiments ont une valeur aussi. Il faut les préserver. J'aimerais conclure sur une petite citation qu'un architecte américain a sortie il y a quelques années, puis il est rendu célèbre pour l'avoir mentionné. C'est justement que les bâtiments les plus verts sont ceux qui sont déjà construits. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va aller? Si vous n'en avez pas, moi, j'en ai une pour moi. Parce que j'y ai pensé à l'avance. Je me suis dit, bon, cher public, vous me dites, parfait, mais là, au moment qu'on parle de bâtiments, puis les démolir sont une option, parfait, mais est-ce qu'il y a des situations où démolir un bâtiment serait une bonne option? Bon, le public me dit cette même question, je ne la répéterai pas deux fois. Il y a deux volets à la réponse. Il y a la réponse courte qui est oui, il y a des situations où on peut démolir un bâtiment si c'est jugé pertinent. Par exemple, votre bâtiment est sur le bord de s'écrouler sur des gens, il pourrait tomber sur Sainte-Catherine, puis s'il fait 17 étages, ça pourrait être dangereux. Bon, OK, les enjeux publics, je suis d'accord. La réponse plus complexe, c'est oui, mais votre bâtiment, ça fait 15 ans qu'il est en décrépitude et qu'on n'a pas mis une scène pour l'entretenir. Fait qu'au final, il est rendu dangereux parce qu'on n'a rien fait, dû à notre inaction. C'est la faute à qui au final? C'est pas la faute du bâtiment quand même. D'un côté, on se dit, mettons qu'il arrive quelque chose. Mettons, par exemple, le bâtiment passe au feu. Ah ben là, on ne peut rien faire, on ne peut plus le préserver. D'accord, voyez-vous, il y a des dommages structurels qui sont importants qui nous font dire qu'on ne peut plus le préserver. La réponse plus complexe, c'est ouais, mais si le bâtiment qui passe au feu, c'est Notre-Dame de Paris ou la basilique Notre-Dame de Montréal, qui ont 300 ans quasiment, 300 ans pour la basilique et 1200 ans pour l'Occident, donc 1000 à 1200 ans environ pour Notre-Dame de Paris, ben, est-ce que, parce que c'est de la pierre, c'est de la roche, c'est magané qu'on va le démolir? Ben non, voyez-vous, on ne peut pas juste analyser ça en termes de matériaux, c'est que le bâtiment est historique, le bâtiment a une valeur en soi. Puis si je vous dis, puis le bâtiment passe au feu, non, excusez, j'ai répondu à ma question, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, voyez-vous, la réponse, c'est pas juste est-ce qu'on peut utiliser? Ben non, c'est non. Est-ce que votre bâtiment apporte quelque chose? Où est-ce qu'il est générique? S'il est générique, qu'on en trouve des milliers de copies, fine, OK, peut-être qu'il y a moins de valeur qu'un autre, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il a été répliqué à plusieurs fois qu'il y a moins de valeur pour autant non plus. Autrement, on trouve des produits dans des musées, c'est équivalent aussi. Donc, parce qu'ils ont apporté quelque chose dans leur contexte, dans leur temps présent, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de réponse à ça. Merci pour la présentation de la question. Quand je pensais à la réponse également, on a plusieurs personnes celui. Donc, ma question assez naïve, peut-être sans du corps de la présentation, mais pourquoi est-ce que les nouveaux bâtiments se ressemblent-ils tous? Très bonne question. En fait, je te dirais, des fois, je pense comme on a eu jadis à une certaine époque, les artisans apprenaient leur maître en reconnaissant le travail qui a déjà été fait. Puis c'est une façon d'apprendre qui fait partie aussi du cursus en architecture. Mais voyez-vous, le problème que je vois aujourd'hui, c'est que lorsqu'on veut parler d'avoir des bâtiments qui sont inspirants, qui sont à la surface de la Terre à chaque projet, et vous allez révolutionner le monde. Donc, on va vous demander de prendre des projets existants qui sont similaires, qui ont des caractéristiques qui sont intéressantes, que vous pouvez approfondir, puis on vous dit, analysez-les, et vérifiez si ça fonctionne dans vos projets. Au final, on prend un projet qui existe depuis 15-20 ans, puis on en fait genre 75 fois une version réchauffée, de pire en pire à chaque fois. Puis malheureusement, je veux dire, c'est un milieu qui se compare beaucoup aussi. Donc, si on dit, ah ben moi j'ai fait une usine, moi un carbolite, moi j'ai mis une piste de ski sur mon usine. Ça existe pour de vrai. Aller à Copenhague, au Danemark, il y a une usine, une usine de biométhanisation, d'un grand bureau que les architectes aiment ou détestent, c'est un ou l'autre directement. Et on a mis une piste de ski parce qu'on peut concevoir un bâtiment industriel comme étant super ludique. Donc, au final, c'est un peu n'importe quoi qu'on fait. Puis, c'est vraiment qu'on s'en va. Votre public, une question. Salut Charles. Moi, j'ai quelque chose à dire d'abord en répondant à ce que tu as dit. Puis ça fait lien aussi avec ma question. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles on voit tous les nouveaux bâtiments qui sont tous pareils, c'est à cause de la spéculation de l'immobilier. C'est qu'on pense aux bâtiments comme quelque chose dans lequel il faut investir, non pas pour le futur et pour que ça dure et pour que ça devienne quelque chose de patrimonial.
mais surtout pour pouvoir ensuite les revendre ou les marketiser de quelque manière. Et ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu penses que ce problème de démolir et reconstruire, c'est quelque chose qui touche surtout les bâtiments publics institutionnels, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui est problématique dans les bâtiments résidentiels? Parce que je sais qu'en ce moment, un des gros enjeux, c'est d'essayer de densifier la ville. Puis il y a des solutions qui démolissent des bâtiments existants, puis il y en a qui ne le font pas. Et aussi, si tu penses par rapport à ça que la spéculation immobilière a un rôle à jouer dans ça. Donc, pour les gens à la maison, si jamais il y en a, la question c'est est-ce que la spéculation immobilière peut avoir un rôle sur le fait qu'on démolisse ou non des bâtiments, mais également aussi, rappelle-moi, Adriana, la première c'était question. Non, la première partie, c'était plus une réaction à ce que tu disais, mais est-ce que c'est quelque chose qui touche surtout les bâtiments institutionnels ou si c'est aussi quelque chose qui se passe beaucoup dans l'immobilier, enfin dans le résidentiel? Parfait. Donc, on m'a demandé est-ce que tu as touché un type de typologie en particulier, ou le résidentiel, commercial, ou on touche aussi dans d'autres milieux, donc du résidentiel, par exemple. Pour répondre à volet 1, la spéculation, oui, on construit beaucoup, depuis les années 60, je dirais, depuis l'après-guerre, je dirais, on construit beaucoup des bâtiments, pas parce qu'il faut que ça soit beau, bon, et que ça soit durable et pérenne, mais parce qu'on avait un besoin urgent de construire. On a construit l'Europe en rapidité, on a reconstruit des pays ici, maintenant on a construit beaucoup ici quand on a recueilli le militaire après, donc dans le wartime period, mais on construisait beaucoup de façon économique, mais genre tellement que ce qu'on construisait n'était pas bon, et ça a été genre grandement affecté en termes de qualité, mais c'est pas grave parce qu'on faisait de l'argent avec. Puis voyez-vous, on a gardé cette même mentalité que si je produis plus, j'ai plus d'argent, je maximise mes profits. Sounds good, fine. Le problème, c'est que justement, on est dans un monde où on a une quantité limitée de matières, de matériaux, ressources et compagnie. Donc, si vous pensez une croissance infinie avec une taille limitée, je suis désolé, mais on va frapper un mur. Puis le mur, je vous dis, ça en vient vite. En termes de cadre bâti, oui, on voit souvent dans des milieux urbains. On voit plus souvent dans les milieux, je dirais, autant urbains, mais comme les villes sont plus développées, ont des politiques, ont des CCU, donc des conseils comités urbanistiques, ont des plans d'intervention. En ville, c'est plus réglementé, c'est plus facile, on peut avoir des modifications. Là où le bas blesse, où le problème se trouve vraiment important, c'est parce qu'on est en région. Parce que voyez-vous, le sol est tellement accessible dans un village, dans une municipalité, il n'y a pratiquement pas de construction, que c'est moins rentable pour le promoteur de rénover un bâtiment existant. Puis pour la ville, son argument de vente, c'est si je te démolis le bâtiment, j'en fais un plan en neuf, un, ça va avoir de la gueule. Deuxièmement, je vais pouvoir monter ton niveau de taxe dans ta ville. Puis comme la plupart des municipalités dépendent des taxes pour leur budget annuel, si on peut leur offrir plus d'argent, c'est rare qu'ils vont dire non. Puis ça, c'est des histoires qu'on voit pour du résidentiel, mais je veux dire, même du patrimonial, on parle d'institutionnel, mais même du patrimonial résidentiel. On a des maisons de colonisation du 17e et 18e siècle qui manquent d'entretien depuis 250 ans et qui sont en train de sacrer le camp, justement, ou passer au feu, où on a des villes qui font « Ouais, on pourrait faire quelque chose. » Puis on attend, puis il ne se passe rien, puis le bâtiment, ben, voyez-vous, c'est voué à l'échec, ça prend un lot, puis c'est fini directement. Et même, si je peux me permettre, je ne sais pas si je dis ça, mais moi je continue parce que je parle beaucoup. La limite, c'est de savoir quand arrêter. Si jamais ça vous saoule, dites-moi-le. Mais un autre aspect aussi, c'est quand vous avez des bâtiments, on dit historique. Parfait. Normalement, la limite, c'est années 40 en descendant, c'est patrimonial. De quelle valeur par après, ça dépend. Puis on se dit, ben, c'est bon, parce qu'on a le ministère de la Culture et des Communications qui vient nous dire, ben, votre bâtiment il est patrimonial, il y a un intérêt historique, ça fait longtemps qu'il est là, il représente un système en particulier, il y a une couple de raisons. On vous dit, parfait, c'est protégé. Il s'est passé, dans les inondations de 2017-2019, plusieurs municipalités, Blanche de l'Appalache, du bord de Montréal, du bord de Saint-Laurent, il y avait des villes, il y avait des villages qui étaient plus près de ces rivières-là, parce que c'était la voie du commerce à l'époque, un petit peu, et c'était aussi des voies d'implantation, où des bâtiments ont été démolis ou ont été gravement touchés par les inondations. Dont un, là, je n'ai pas d'exemple graphique parce que je n'ai pas pensé de le mettre, mais c'est un manoir Tachereau à Sainte-Marie-de-Beauce, qui était un bâtiment classé patrimonial par le ministère. Tachereau, comme l'ancien premier ministre, sont nés au Québec, donc c'est une famille de nobles
qui était implantée justement en Beauce, en Château-Lavalade, justement. Et la maison, c'est un style c'est un néoclassique français, vraiment intéressant. On a du plâtre à l'extérieur, des grandes colonnades. C'est un bâtiment qui se distinguait beaucoup. Et après les inondations, il a été gravement endommagé. Il a passé au feu. On s'est dit, bon, ben, je veux dire, ça ne fait pas plus du patrimoine bâti, il est protégé, c'est sûr que le ministère va le défendre. Et le problème, c'est que le ministère n'était pas propriétaire du bâtiment, ni la municipalité. C'est un particulier qui est arrivé, c'est qu'ils ont entré en communication, puis ça rien passé après l'incendie. Non, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'on a mis la pelle mécanique dedans parce qu'on s'est dit, non, le bâtiment, il est scrap, ça ne sert à rien. Fait que voyez-vous, même un patrimoine protégé par un ministère, des fois, c'est une grande machine, puis des fois, la machine, ben, elle fonctionne, mais c'est plus à bien administratif pour l'instant. Je te dirais que, réponse courte, tous les bâtiments de toute typologie confondue sont touchés par ça, mais plus sévèrement en région. Voilà. Merci beaucoup, Charles, pour une présentation sur un thème assez unique, en tout cas qui sort de l'ordinaire, l'architecture. Puis je sentais déjà avec notre conversation autour d'une piscine qu'il y avait plusieurs pistes de réflexion possibles, puis je pense que tu les as vraiment bien mises en œuvre. Donc, merci encore une fois pour ta présentation, tes questions à toi-même, tes réponses à toi-même, et également aux réponses que tu as offertes au public.